bonsoir à tous. Donc, afin que cette conférence soit agréable pour tous et afin d'avoir une bonne qualité d'enregistrement, voici quelques règles complémentaires à celles du serveur. Donc la première partie, merci de fermer vos micros, autrement on sera obligé de muter pour avoir cette qualité d'enregistrement dont on parlait. Et vous pouvez écrire vos questions sur le chat Gazette Taverne en la précédant du mot question, comme d'habitude, ce qui évitera aux conférenciers de devoir lire tous les commentaires et autres. En seconde partie, les réponses aux questions posées dans le chat et en troisième partie, les questions directes. C'est mieux avec un P dans le chat, mais on n'est pas encore trop nombreux. Donc, vous pouvez ouvrir vos micros lorsque la parole vous sera donnée. Et évidemment, on a un beau rôle troll pour ceux qui ne suivront pas les règles. Mais bon, je crois que là, on n'a que des personnes habituées qui connaissent tout ça. Je vous remercie pour votre compréhension et je vous souhaite une excellente conférence. Et je laisse la parole à Valérie et à Yvos. À vous. Bon, alors dans un premier temps, on va voir s'il est connecté ou pas. Ok, Valérie, si tu peux monter ton micro, on t'entend pas bien. Je viens de mettre en pièce jointe donc la constitution de transition sur le texte. Micro inaudible. Est-ce que ce micro fonctionne? Ça a l'air un peu mieux là. Il n'a pas changé de place. Et sinon, vas-y, prends la parole si on m'entend pas. De toute façon, il faut qu'on intervienne tous les deux. Bon, donc ce soir, on voulait donc parler un petit peu de la constitution transitoire, puisque les dernières fois, on a fait donc l'analyse de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à la suite de quoi on a fait l'analyse de la déclaration des droits et des devoirs des êtres humains, qui était la suite logique. Et donc, c'est la déclaration des droits et des devoirs des êtres humains qui nous a permis de rédiger la constitution transitoire suspensive. Alors, excusez-moi parce que là, j'ai fini de manger il n'y a pas très longtemps. Il faut que je me remette sous les yeux la constitution transitoire suspensive pour que je puisse vous en parler. Donc, je vous demande juste 2 petites minutes. Est-ce que vous voulez, moi je l'ai sous les yeux, est-ce que vous voulez que je commence à lire le préambule? Ouais, mais de toute façon, il faut que je l'ai sous les yeux aussi, parce que sinon ça va être le bazar. C'est bon, moi j'ai sous les yeux aussi, vas-y, tu peux commencer, il n'y a pas de souci. Ok, je la lis alors. Oui, vas-y, il n'y a pas de souci, moi j'ai sous les yeux, de toute façon on la connaît. Ok, donc, c'est parti. Le peuple français souverain, constatant que la félonie a atteint tous les niveaux du pouvoir politique, constatant que les pouvoirs exécutifs et législatifs ainsi que les institutions de la Ve République sont totalement corrompues, constatant que cette corruption spolie et détruit l'ensemble de la nation, constatant que toutes les valeurs morales indispensables au vivre ensemble sont totalement saccagées, constatant que nos gouvernants et nos représentants ont abandonné la souveraineté monétaire au seul profit des marchés financiers privés, constatant que nos représentants ont abandonné la souveraineté nationale à des puissances étrangères, constatant que cette situation entraîne un climat totalement délétère dans notre pays, constatant que l'inamovibilité et la sclérose du système politique en France, le renouvellement des mandats représentatifs et leur cumul dénaturent profondément la fonction première qui leur avait été attribuée initialement lors de la Révolution française de 1789, constatant que la fonction première dont sont investis nos représentants n'offre plus la réciprocité ni les garanties nécessaires à l'intérêt général,
constatant la collusion entre les pouvoirs exécutifs et législatifs et les multinationales prédatrices, constatant que le pouvoir législatif est subordonné aux ordres du pouvoir exécutif, ce qui est absolument contraire à tous les principes démocratiques, constatant que les instances judiciaires sont subordonnées aux intérêts du pouvoir en place, constatant que les hautes instances judiciaires refusent d'appliquer le droit naturel inaliénable et imprescriptible, constatant que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 est totalement bafouée, constatant que les gouvernants se sont placés au-dessus de toutes les contraintes, ce qui les autorise à tous les abus sans aucune limite, constatant que le quorum lors des élections n'est jamais atteint et que par conséquent une catégorie de personnes prend le pouvoir de façon illégitime, constatant que le pouvoir en place empêche toute initiative populaire concernant les enjeux de la nation, constatant que le pouvoir en place bafoue l'expression de la volonté générale et l'intérêt national, constatant que la souveraineté populaire est totalement bafouée et que par conséquent le peuple n'a plus aucun moyen d'influer sur les décisions et les grandes orientations des politiques publiques, constatant que les pouvoirs exécutifs et législatifs empêchent toute avancée pérenne pour résoudre les grands défis de notre époque, constatant enfin que, conformément à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, une société qui tire un tel constat n'a point de constitution. La constitution de la Ve République est, par conséquent, devenue caduque en l'état actuel et elle n'a plus aucune raison de perdurer. En conséquence, le peuple français souverain proclame. Je m'arrête là. Donc là, on a fait juste les constats. Les constats. Donc après, on part sur la proclamation, parce que là, on a constaté un ensemble de paramètres qui font en sorte que justement, on ne peut pas continuer dans ce système-là, à moins qu'on accepte. Et dans ce cas-là, on est dans le problème justement de l'acceptation de la République. Alors, ou on l'accepte ou pas. Voilà, on est dans l'acceptation et dans le consentement. Donc ensuite, maintenant on peut continuer, parce que là c'est juste un développement, c'était que le préambule, parce qu'après ça balance. Oui, là c'était vraiment là on a posé tous les constats qui nous permettent après de proclamer un certain nombre de choses et de mettre en place cette fameuse constitution transitoire suspensive. Donc, en conséquence, le peuple français souverain proclame: le principe même du désordre et du déséquilibre de notre société repose sur la représentation nationale telle qu'elle est formalisée par la République et dans la Constitution française de 1958. Sous la Ve République, les représentants et les personnes non élues par le peuple détiennent tous les pouvoirs. La France est donc sous le régime de la démocratie représentative, qui ne peut être que source de corruption et de biens mal acquis, dépossédant ainsi le peuple de ses réels pouvoirs. Pour qu'une société soit viable, les représentants se doivent d'être irréprochables et la confiance du peuple dans ses représentants doit être sans faille. Ce n'est pas aux personnes au pouvoir d'en écrire ses règles et ses limites. Toute personne dépositaire de l'autorité publique, morale ou représentative s'étant exposée ou s'exposant à des faits de corruption dûment constatés doivent être punis de crimes. Ceci constituant une attaque et une violation flagrante de l'intérêt général. De par la loi constitutionnelle de 2007-238 du 23 février 2007, la notion de haute trahison a été purement et simplement supprimée du bloc constitutionnel pour être remplacée par la phrase suivante: le président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. C'est l'article 68 nouveau. La procédure de sanction pour haute trahison ne pouvait être mise en œuvre que par un vote des deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Celles-ci ont montré qu'il n'y avait aucune séparation des pouvoirs.
En conséquence, tous les membres constituant la Haute Cour, le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État ayant accepté sans sourciller cette modification de la Constitution, devront en rendre compte à la nation et pour cette raison, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État et la Haute Cour sont dissous sur le champ. La loi constitutionnelle numéro 2007-238 du 23 février 2007 portant sur la responsabilité du président de la République est d'abrogée dans l'instant. Le crime pour haute trahison est rétabli sur le champ. Profondément attaché à la déclaration des droits et des devoirs du citoyen du 7 octobre 2017, ainsi qu'aux principes fondamentaux de la souveraineté populaire, le peuple français souverain proclame solennellement l'instauration de la présente constitution transitoire suspensive qui acte l'abolition de la constitution du 3 juin 1958 ainsi que la République. Elle acte également la transition vers un nouveau modèle de gouvernance français qui ne pourra être rédigé et validé que par l'ensemble du peuple français souverain amené à se prononcer. Elle acte également, dans l'instant, la destitution de tous les mandataires des pouvoirs exécutifs et législatifs français tels qu'ils ont été définis dans la Constitution française du 3 juin 1958. Cela pour permettre au peuple français souverain de redéfinir le socle et les fondations d'une véritable gouvernance par le peuple tout entier pour le bien de tous. Le pouvoir exécutif est, à partir de cet instant, représenté par des veilleurs nationaux nominés par le peuple. Les veilleurs départementaux sont les maires de France. Les conseils municipaux sont dissous sur le champ et ils sont remplacés par un processus constituant populaire et souverain constitué de tous les volontaires de nationalité française âgés de 18 ans minimum. Ces veilleurs sont soumis au strict respect des droits et devoirs tels que définis dans cette constitution transitoire suspensive. Le pouvoir législatif est exclusivement exercé par le peuple souverain français. Aucune portion du peuple ni aucun individu n'est autorisé à s'attribuer cet exercice. Voilà, donc ça c'est l'apéritif. Donc je pense que c'est pas trop difficile à comprendre. J'ose espérer que c'est pas difficile à comprendre pour tous ceux qui ont écouté cette proclamation, parce que donc ça en fait c'est vachement important de le lire à haute voix, parce que là je pense qu'on comprend mieux de ce dont il s'agit. Donc là, alors après ça va être difficile d'analyser tout ça. Je pense qu'après il faudra qu'on fasse une séance de questions-réponses, parce que analyser tout ce qui est dit là, tout ce qui est proclamé, ça va prendre un temps fou. Bonsoir, excusez-moi, du coup je suis arrivé en cours. Ce texte, il sort d'où? C'est quoi ce texte en fait? Ça, c'est la constitution transitoire suspensive qui a été rédigée par le Phénix français et qui est proposée à tout l'ensemble du peuple français sans aucune restriction et dans toutes ses composantes pour mettre en place une transition. Donc après, on va en parler, mais en gros, c'est ça. Je reprends avec les articles de loi. C'est pas des articles de loi, c'est les articles de la Constitution. Les articles de la Constitution, excuse-moi. De la Constitution transitoire. Transitoire. Donc, article 1. Aucune nouvelle loi ne pourra être promulguée lors de la phase de transition, sauf cas de force majeure, concernant la sécurité et l'intégrité du territoire. Cette période transitoire est instaurée pour une durée illimitée afin de permettre les prises de décision par le peuple et pour le peuple jusqu'à la rédaction d'une nouvelle constitution instaurant tous les pouvoirs par et pour le peuple souverain. Est-ce que vous voulez que je continue ou vous voulez intervenir ? Non, continue, parce que je te dis, là, ça va être...
Si on s'arrête sur tous les articles, là, on en attend la nuit. Hein. D'accord, on y va alors. Durant cette période, donc l'article 2, durant cette période de transition, les opérations financières publiques ne peuvent pas être autorisées sans la validation expresse du Collège transitoire des veilleurs financiers publics, qui est créé spécialement à cet effet. Seules les demandes urgentes, indispensables et dûment motivées par la vie de la nation seront soumises à la validation des veilleurs financiers publics. Article toute utilisation des finances publiques sans la validation du Collège transitoire des veilleurs financiers publics durant la période transitoire sera considérée comme un crime. Article 3. Les Français souverains sont invités à participer à la mise en place et à la mise en œuvre d'un processus constituant populaire. Rien ni personne n'est autorisé à lui faire obstacle. Article 4. L'expression des suffrages se fera dans les bureaux de vote via des réseaux Internet sécurisés spécialement créés ou tout autre moyen technique mis à la disposition du peuple, qu'il s'agisse du suffrage direct, du tirage au sort et du référendum d'initiative citoyenne. Pour pouvoir participer à l'expression des suffrages, toutes les personnes habilitées à y participer devront remplir les conditions suivantes. Présentation d'une copie conforme et intégrale de l'acte de naissance. L'âge minimum est porté à 16 ans. N'ont pas le droit de participer à tout suffrage tous les élus étant ou ayant été en fonction et ou condamnés en vertu de l'article 5 du chapitre 1. Toute tentative de fraude sera considérée comme une atteinte à la collectivité et sera donc sanctionnée par la perte des droits civiques pendant une période de 5 ans. Article 5. Des veilleurs nationaux sont en charge du pouvoir exécutif. Ils sont nominés par la voie du tirage au sort et sur les listes préétablies. Leur seule tâche consiste à exécuter et à mettre en place le bon déroulement de la Constitution transitoire suspensive. Principe immuable. L'émergence des veilleurs est basée sur le mérite, une présélection de personnalités expertes reconnues pour leur loyauté et leur expérience est mise en œuvre. Aucune personne ayant exercé une fonction au sein des institutions de la Ve République ne pourra prétendre à se présenter sur les listes de présélection. Cette présélection est opérée par la mise en place d'une liste de toutes les personnes inscrites officiellement pour l'accession au poste de veilleur national. Le nombre définitif de personnes présélectionnées est aléatoire, mais doit être inférieur ou égal à 300. De cas échéant, la présélection continuera jusqu'à l'obtention d'au moins 300 personnes. Une liste de 300 veilleurs sera établie par un tirage au sort parmi la liste des personnes présélectionnées dans la condition définie ci-dessus. Les veilleurs tirés au sort pourvoient les postes ministériels en fonction de leurs compétences. Ils assurent la continuité des institutions de l'État durant toute la durée de la phase transitoire. Article 6. Dans tous les cas, les veilleurs nationaux ont la charge des institutions qui sont conservées pour permettre la continuité de l'État et le maintien de la sécurité et de l'intégrité de la population et du territoire. Les ministères suivants sont conservés ou mis en place durant la phase transitoire. Le ministère de l'Activité et de la Relance productive, exemple, travail. Le ministère de l'Économie et des Finances. Le ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Armées. Le ministère de la Justice, le ministère de l'Agriculture et de la Pêche. Les pouvoirs exécutifs et législatifs de la Ve République sont suspendus et sont placés expressément sous l'autorité suprême de la présente Constitution transitoire suspensive du 12 février 2018. Toutes les associations et tous les organismes bénéficiant des subventions publiques disposant d'un délai de 3 mois pour présenter une nouvelle demande de subvention dûment motivée et détaillée qui sera examinée par un collège d'experts spécialement créé. Les forces de l'ordre ainsi que les forces armées françaises se soumettent à la présente Constitution transitoire suspensive. Elles doivent respecter la seule volonté du peuple français souverain
Elles ont donc le devoir impérieux de garantir l'intégrité de la nation et apporter leur plein soutien au peuple français souverain durant la période transitoire. La présente constitution transitoire entérine par conséquent la suspension de tous les pouvoirs exécutifs et législatifs de la Ve République tels que définis dans la Constitution de 1946 et 1958. Cette constitution institue donc un modèle de gouvernance transitoire pour la France, le temps pour le peuple français souverain de redéfinir ensemble les pouvoirs exécutifs et législatifs et leurs limites telles qu'énoncées dans les articles ci-après. Je continue ? Bon, donc ça, ce soir, on est sur la partie la plus lourde. Hein. Donc oui, en effet, continue parce que... je peux juste très vite fait, parce que je voulais rebondir, mais bon, je vais le faire avant d'oublier. Alors, une période de transition, c'est une période qui est très instable, politiquement parlant. Donc, en général, on le fait dans un pays qui va plutôt bien, les transitions politiques du style. Dans un pays comme la France, ça, même s'il y a un beau texte, etc., même s'il y a de l'idée derrière, ça c'est quelque chose qu'on va pas nier, ça va bugger en pas mal de points. Déjà au niveau de l'armée, je pense pas qu'il soit possible de demander à une armée comme l'armée française de gérer tout ça bien tranquillement, bien calmement, laisser faire les citoyens dans une période de transition. Non. L'armée, c'est plus le genre de la maison de justement faire en sorte que les périodes de transition soient les plus courtes possibles, vu que c'est des périodes qui sont dangereuses. Rien que ça buggerait pas mal. Le côté aussi, les veilleurs, de ce que j'ai compris, c'était les maires, c'est ça ou c'est d'autres personnes aussi? C'est écrit, c'est pas les maires, c'est des conseils de veilleurs. Les maires sont concernés aussi au titre local, uniquement au titre local, mais pas au titre de veilleurs nationaux. Tout est défini dans la Constitution de transition. En ce qui concerne la transition dans le cadre d'une période, on va dire calme, il est impossible de mettre en place une constitution de transition dans une période calme. Une constitution de transition, elle arrive toujours soit après une révolte, soit avant une guerre. Voilà. Donc vous avez le choix, c'est ou la guerre ou la constitution de transition. Donc, oui, sauf qu'en fait, moi j'ai ma petite idée. Solid Fox, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire comme tout le monde fait, mettre question dans la Gazette Taverne? Ah, pardon, je n'avais pas vu. Tu coupes la parole et il y a des gens qui ont mis des questions et tu interviens comme si tu étais chez toi. Ça serait sympa, merci. Ok, j'avais pas vu. My bad. On va peut-être continuer juste sur la constitution de transition. On répondra aux questions après, à mon avis, ce sera mieux. Ouais, par contre, je voudrais juste, pour faire un petit break, là, justement, avant d'attaquer le plat de résistance, pour répondre à Solid Fox, en fait, c'est évident que ça va bugger, c'est évident. Mais en fait, le Phénix français est le seul collectif en fait qui propose un cadre constitutionnel de transition qui va permettre quand même de cadrer les choses. Parce que on va être obligé de cadrer les choses parce que de toute façon là, c'est totalement la situation devient totalement explosive. Et si on veut opérer une transition, il faut absolument qu'on ait un cadre légal. Et nous on pense que, alors peut-être qu'on a tort, mais on pense que il faut absolument qu'on ait un cadre constitutionnel transitoire pour opérer cette transition qui de toute façon va être sulfureuse. Donc après, c'est pour ça qu'on pose des principes. Après, le truc, c'est que ce soit adopté par le plus grand nombre, parce que la légitimité de cette constitution transitoire, elle ne pourra advenir que par l'adoption de cette constitution transitoire par le plus grand nombre. Sinon, elle ne verra jamais le jour. Donc Manu, on te laisse continuer. Alors, constitution transitoire suspensive du 12 février 2018. La devise du peuple français souverain est liberté, équité, souveraineté, responsabilité, émancipation. Donc LESRE.
E. Chapitre 1. Mesures conservatoires suspensives. Article 1. La souveraineté nationale appartient au peuple tout entier qui l'exerce par l'initiative et la responsabilité directe et par la voie du référendum d'initiative citoyenne. Cela implique de manière intrinsèque la responsabilité et l'engagement de tous les citoyens volontaires, aussi bien au niveau local que national. Article 2. Les pleins pouvoirs législatifs sont remis entre les mains de l'ensemble du peuple. Seul le peuple français souverain dans son ensemble est habilité à l'élaboration des lois. La loi ne peut être que l'expression de la volonté générale. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer ni la rédaction ni l'exercice. Au regard de la société et de sa gestion, chaque être humain est égal en droit, en devoir et en responsabilité. La cohésion de la société ne peut résider que dans le partage équitable des droits, des devoirs et des responsabilités dont chacun est investi. Article 3. Le président de la République ainsi que tous les corps législatifs et exécutifs, à l'exception des maires, sont destitués sur le champ. Toutes leurs indemnités, leurs avantages et leurs privilèges sont suspendus. Tous les articles de la Constitution de la Ve République relatifs au pouvoir exécutif et législatif sont de fait abrogés dans l'instant. Article 4. Toute personne dépositaire de l'autorité publique, morale ou représentative s'étant exposée à des faits de corruption passive ou active ou de trahison envers la nation dûment constatée sera punie de crime. Article 5. Le cumul des mandats représentatifs étant contraire à l'intérêt général et uniquement profitable aux élus, il est par conséquent déclaré illégitime et illégal. Tous les mandats cumulés et ou cumulatifs sont suspendus pour tous les élus concernés dont le mandat est maintenu. Seul le mandat unique initial et le montant du revenu y correspondant sera pris en compte. Tous les avantages en nature sont strictement interdits. Article 6. Tous les traités internationaux engageant l'autodétermination du peuple français souverain sont suspendus sur le champ, et ce, durant toute la durée de la Constitution transitoire. Suspensive jusqu'à ce que le peuple se soit prononcé sur leur légitimité, leur maintien et ou leur abrogation. À ce titre, tous les représentants et les élus agissant pour le compte et sous l'autorité de l'État français au sein des organismes relatifs à tous ces traités internationaux sont suspendus sans préavis de leurs fonctions ainsi que leurs indemnités. Article 7. Tous les préfets de région et de département sont destitués sur le champ. Toutes leurs indemnités et leurs avantages sont suspendus. Le paiement des retraites des préfets hors cadre est abrogé. Le fonctionnement des préfectures est conservé pour assurer la continuité des services à la population. Des veilleurs nationaux seront nominés pour assurer le fonctionnement des préfectures durant la période de transition. Les préfectures sont renommées délégations départementales. Tous les biens mal acquis dans le cadre de leurs fonctions par des personnes dépositaires de l'autorité publique morale et ou représentative seront saisis. L'article 8, le gouvernement, l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État et la Haute Cour de justice, le Conseil supérieur de la magistrature, le Conseil économique, social et environnemental sont dissous dans l'instant. Toutes les indemnités et avantages des mandataires de ces institutions sont abrogés et tous leurs avoirs sont gelés dans l'attente de leur jugement pour haute trahison. Tous les autres pouvoirs institutionnels permettant la continuité de l'État seront conservés provisoirement. La sécurité publique, police et gendarmerie, elle est supervisée localement par les maires avec le soutien de la population. Justice, les affaires courantes sont traitées. Défense nationale, rapatriement de tous les détachements des armées françaises, sauf dans les cas de missions réelles de maintien de la paix et de soutien aux populations en état de fragilité. La caducité de tous les contrats conclus avec des firmes étrangères concernant les logiciels utilisés pour la défense nationale est proclamée.
Économie, continuité et surveillance d'éventuelles attaques, reprise de la souveraineté du peuple français pour sa propre création monétaire. La Banque de France devient une entité publique contrôlée par le peuple souverain français. La sortie de l'euro sera étudiée. Affaires étrangères, voire l'article 13, en cas de rupture diplomatique avec des pays belliqueux, des ambassades et les consulats ont pour mission d'assurer la sécurité et l'intégrité des ressortissants français dans ces pays. Article 9. Aucune portion représentative du peuple ne peut s'attribuer l'exercice exclusif du pouvoir. De ce fait, aucun parti politique ne peut se l'attribuer ni l'exercer. L'exercice du pouvoir ne peut être que le fait du peuple français souverain dans son ensemble. Article 10. Toutes les lois jusque-là promulguées dans le seul intérêt des corporations et des intérêts privés sont abrogées. Tous les accords commerciaux passés entre l'État et les multinationales qui ont conduit à privatiser le patrimoine français, les ressources naturelles du pays, les infrastructures et les services publics constituant une dilapidation et ou une spoliation des biens de la collectivité française et un manque à gagner conséquent en matière de recettes fiscales, tous ces contrats illégitimes vis-à-vis de l'intérêt général sont rendus caducs sans indemnité. Le peuple se réapproprie tous les biens qui appartiennent exclusivement à la collectivité nationale. Aucune indemnité ne pourra être réclamée de la part des multinationales et ou des intérêts privés concernés. Seul le peuple est en mesure de pouvoir décider de la vente de ses biens collectifs et ou de leur gestion. Nul individu ni aucun groupe d'individus ne peut s'attribuer cet exercice. Article 11. Les terres agricoles nourricières de la France sont la propriété inaliénable du peuple français souverain. Elles ne peuvent en aucun cas être cédées ou louées à des intérêts privés corporatifs et ou étrangers. Le peuple se réapproprie toutes ces terres qui ont été vendues à son insu et qui appartiennent exclusivement à la collectivité nationale. Aucune indemnité ne pourra être réclamée de la part des multinationales et ou des intérêts privés concernés. Le patrimoine historique et culturel collectif français qui a été financé par les deniers publics ne peut en aucun cas être cédé à des intérêts corporatifs privés et ou étrangers. Tout le patrimoine collectif, cédé ou vendu, redevient la propriété exclusive du peuple français. Aucune indemnité ne pourra être réclamée de la part des multinationales et ou des intérêts privés concernés. Article 12. Pour le corps diplomatique, les corps diplomatiques de toutes les ambassades de France doivent se conformer expressément à la présente constitution transitoire suspensive et sont placés sous l'autorité des veilleurs nationaux. Les ambassadeurs et les consuls sont soumis au même salaire que les veilleurs nationaux. Tous les frais inhérents à leur détachement sont strictement encadrés et rendus publics. Article 13. Tous les médias du service public sont réquisitionnés et sont spécialement dédiés au relais de l'information concernant cette constitution transitoire suspensive, ainsi qu'à la mise en place du processus constituant populaire sur tout le territoire national et à la création du débat citoyen durant toute la période transitoire. Les directions des médias du service public ont l'obligation formelle de programmer des émissions aux heures de grande écoute dont le seul but est le suivi de la mise en place de l'initiative et de la responsabilité directe par l'implication des citoyens durant la période de transition. Toutes les antennes régionales sont mises à contribution pour relayer la mise en place de la période de transition et de l'initiative et la responsabilité directe. Article 14. Tous les moyens de l'État nécessaires sont mis à contribution pour le bon déroulement de la mise en place de cette constitution transitoire suspensive, préalable à la rédaction d'une nouvelle constitution. Le peuple français souverain se donne tous les moyens de les mettre en œuvre à travers les communes, les départements et les régions. Suppression immédiate de
immédiate de toutes les subventions publiques à tous les médias privés. Je continue ? Yves, est-ce que franchement, on devrait pas le faire en plusieurs morceaux, la constitution de transition, parce que franchement, il y a un condensé là quand même. Ben, je sais, c'est un pavé, mais à mon avis, faut aller jusqu'au bout. Là, on a commencé, il faut aller jusqu'au bout. Éventuellement, on pourra refaire ça en plusieurs étapes, mais c'est bien que ce soit lu en une seule fois, parce que comme ça va permettre déjà dans un premier temps une certaine assimilation. Ok, alors on continue comme ça. Chapitre 2, mesures exceptionnelles. A. Les personnes concernées. L'article 15, dans le cadre de la Déclaration des droits et des devoirs du citoyen du 2 octobre 2017, et en respect de ses principes fondamentaux et inaliénables, des mesures exceptionnelles énoncées dans les articles 16 et 17 de la présente Constitution transitoire suspensive sont prises à l'encontre de toutes les personnes ayant agi au sein des institutions exécutives et législatives de la Ve République. Tous les maires ayant exercé concomitamment des mandats de députés ou de sénateurs sont soumis à ces mesures exceptionnelles. Sont également visées par ces mesures exceptionnelles toutes les personnes ayant exercé les fonctions ci-dessous énumérées. Les présidents de la Ve République, les ministres, les députés, les sénateurs, les procureurs de la République, les membres du Conseil constitutionnel, les membres de la Haute Cour de justice de la République, les membres du Conseil d'État, les membres du Conseil d'administration des organismes d'État, les membres du Conseil économique, social et environnemental. Article 16. Toutes les personnes concernées sont susceptibles d'être touchées par ces mesures exceptionnelles pour les crimes et délits suivants: abus de confiance, abus de pouvoir, abus de biens sociaux, blanchiment d'argent, corruption active et ou passive, crimes contre l'humanité, délits d'initiés, détournement de biens et de fonds publics, escroquerie et crimes en bande organisée, haute trahison, intelligence avec l'ennemi, prise illégale d'intérêt, entrave à la justice, recel et abus de biens publics, trafic d'influence, utilisation de la force publique à des fins personnelles, non-assistance à peuple en danger. Article 17. Mesures conservatoires prises dans le cadre de mesures exceptionnelles, suspension immédiate des droits civiques des représentants cités à l'article 15 jusqu'à ce que leur culpabilité ou leur innocence soit déterminée lors de procès équitables et publics. Blocage de tous leurs avoirs, toute personne soupçonnée de ces délits et crimes énoncés tombe sous le coup d'une interdiction formelle de quitter le territoire national en attendant d'être jugée. Toute personne tombant sous le coup du présent article qui tenterait de quitter le territoire national sera considérée comme coupable et fera l'objet d'un mandat d'arrêt international. En attendant leur jugement, ces personnes ne pourront prendre part à aucun projet ou action relatif à l'intérêt du pays. Article 18. Tous les élus et les représentants régionaux, départementaux et locaux frappés par les mesures exceptionnelles décrites aux articles 16 et 17 de cette présente constitution transitoire, suspensive, seront remplacés par des personnes compétentes et loyales issues de leurs administrations. Les fonctionnaires issus des administrations dont les élus ont été frappés par les mesures exceptionnelles sont invités à présenter une liste de personnes qu'ils estiment compétentes au sein même de leur administration. Cette liste sera soumise au tirage au sort par les veilleurs départementaux afin de nominer les remplaçants provisoires. B. Tribunaux exceptionnels de justice. Article 19. Tous les représentants du peuple ayant été reconnus coupables de faits de trahison et de crimes et ou délits envers la nation, ayant été condamnés pour les mêmes délits pendant le cours de leur mandat quel qu'il soit, sont déchus à vie de tous leurs droits civiques. Ils ont interdiction formelle de prendre part de quelque manière que ce soit à l'activité politique de la nation. Ces crimes
Constituant une violation extrême des principes fondamentaux de notre société, tous les représentants du peuple dont la culpabilité aura été reconnue pour des faits ci-dessus énoncés seront déchus à vie de tous leurs droits civiques. Toute personne, jusqu'à ce qu'elle ait été déclarée coupable, est présumée innocente. Article 20. Peine plancher incompressible. 5 ans de prison ferme. Saisie de tous leurs avoirs. Il ne peut exister de délai de prescription pour les crimes de délit commis envers la nation par les représentants du peuple. Article 21. Une amnistie sera prononcée pour toutes les personnes ayant été condamnées par la justice de la Ve République pour rébellion et ou désobéissance civique. Chapitre 3. Les veilleurs. Article 22. Émergence des veilleurs nationaux. A. Définition. Ils ne peuvent être que d'identité française. Ils sont âgés de 25 à 60 ans, en activité volontaire et profondément désireux d'œuvrer pour le bien commun. Ils peuvent être issus de toutes les catégories socio-professionnelles. Une délégation de 50 veilleurs est établie afin de pourvoir les postes ministériels. Une présélection fera émerger des personnalités reconnues pour leur loyauté et leur expérience. Leur nombre nécessaire sera déterminé le moment venu. L'ensemble des personnes concernées peut et se doit d'y adhérer, mais ils ne peuvent participer que sur la base du volontariat. Un tirage au sort et définira la liste complète et définitive. Chaque ministère sera présidé par un groupe de 3 veilleurs. Ils assureront la continuité des institutions de l'État et le respect de la Constitution transitoire suspensive jusqu'à l'écriture d'une nouvelle Constitution. B. Le rôle des veilleurs. Article 23. Les veilleurs sont des personnalités reconnues unanimement par la population pour leurs compétences, leur justesse et leur loyauté. Aucun individu ayant été reconnu coupable pour des faits de corruption ne pourra prétendre à postuler à ce mandat selon les articles 16 et 17 du chapitre 2. Toute personne étant déchue de ses droits civiques ne peut prétendre à un mandat de veilleur. Article 24. Dès leur nomination, les veilleurs nationaux devront organiser dans les plus brefs délais la mise en place du processus constituant populaire. Des assemblées constituantes populaires seront organisées et mises en place sur tout le territoire national dans les 2 ou 3 mois qui suivent la proclamation de la présente constitution transitoire suspensive. Statut des veilleurs. Article 25. La fonction et les mandats de veilleurs sont exclusivement dédiés au service de l'intérêt général. La non-professionnalisation des mandats de veilleurs garantit au peuple sa pleine et entière destinée. Les veilleurs ne peuvent œuvrer que pour l'intérêt général. La fonction de veilleur ne peut donc plus être professionnelle, mais elle est au contraire subordonnée à une reconnaissance honorifique accordée à ses titulaires de par leur dévouement à l'intérêt général et ou à leur analyse dûment constatée et approuvée par une majorité de Français, aussi bien au niveau local que national. Article 26. Le cumul des mandats honorifiques de veilleurs sur la même période est expressément interdit. Tous les veilleurs du peuple peuvent être révoqués en cas de manquement à leurs obligations dûment constatées. Article 27. Tous les veilleurs à quelque échelon qu'ils œuvrent sont tirés au sort sur des listes préalablement établies et sur la base du volontariat. Nul ne peut y être contraint. La rémunération de veilleur ne peut excéder l'équivalent de 5 000 €, quel que soit son échelon. Tous les frais inhérents à leur mandat unique seront strictement encadrés. Tous les frais de veilleur seront obligatoirement rendus publics. Les enveloppes et les caisses noires sont déclarées illégales. Les veilleurs départementaux. Article 28. Les maires sont les référents locaux des communes dont ils ont été élus. Ils deviennent les veilleurs départementaux pour moitié et veilleurs régionaux pour l'autre moitié par tirage au sort. Les 22 régions sont rétablies, l'accord du peuple souverain n'ayant pas été donné ni obtenu par le présent découpage administratif régional.
Article 29, le rôle de veilleurs départementaux. Organiser l'initiative et la responsabilité directe au niveau local et départemental. Recenser les besoins et les impératifs de la commune dont ils ont la charge pour la mise en place du processus constituant populaire et maintenir la gestion des affaires courantes. Mettre à la disposition des citoyens tous les moyens communaux nécessaires pour l'organisation des assemblées constituantes populaires. Article 30, obligation des veilleurs départementaux, projets et propositions des citoyens. La mise en place de 2 recueils de propositions est instaurée dans chaque commune par le biais de sites internet spécialement créés. Un pour les doléances locales, communales, départementales et régionales. Un pour les propositions d'articles de constitution au niveau national. Les veilleurs locaux et départementaux pourront proposer les projets d'articles de constitution. Tout citoyen qui a déposé une proposition ou un projet qui sera adopté se verra remettre une copie officielle et un exemplaire sera consigné en mairie. Ce projet portera le nom de son déposant. Article 31, les veilleurs départementaux, anciennement les maires sous la Ve République, ont donc une charge de travail plus importante. Ils sont solidaires à charge égale de travail et de responsabilité entre départements, suivant l'ancien découpage administratif des 22 régions. Par conséquent, ils doivent se répartir les tâches de travail au niveau des conseils départementaux et des conseils régionaux dont ils dépendent. Les conseils municipaux sont supprimés. Les veilleurs départementaux restent des référents vis-à-vis de la commune dont ils sont élus. Les conseils des veilleurs départementaux ont un rôle de contrôle et de validation des organes prévus au niveau des conseils départementaux. Tous les contrôles et comptes rendus des assemblées constituantes populaires ainsi que toutes les actions des veilleurs départementaux sont rendus publics. Les veilleurs régionaux, article 32, les maires sont les référents locaux des communes dont ils ont été élus et deviennent les veilleurs départementaux ou régionaux. Les veilleurs régionaux sont en charge d'organiser l'initiative et la responsabilité directe au niveau départemental et régional et de faire remonter les propositions au niveau national. Ils sont en charge de la gestion et de l'organisation de l'initiative et la responsabilité directe au niveau régional. Cette gestion est soumise à l'approbation populaire par la voie de référendum régional. Les veilleurs régionaux peuvent proposer des projets d'articles de constitution. Les veilleurs départementaux délégués à leur région se réunissent au sein des conseils régionaux. Toutes les actions des veilleurs régionaux sont rendues publiques. Les veilleurs nationaux, article 33, des veilleurs nationaux constituent le Conseil national de transition. L'actuelle Assemblée nationale est réquisitionnée pour la tenue des sessions du Conseil national de transition. Celle-ci est rebaptisée Assemblée nationale du peuple. Les veilleurs nationaux disposent de pouvoirs pour superviser la continuité des institutions et les ministères qui sont conservés jusqu'à la promulgation d'une nouvelle constitution. Ils ont également la charge du bon déroulement de l'initiative et de la responsabilité directe au niveau national. Article 34, les veilleurs nationaux ne sont pas habilités à écrire les lois. Ils sont uniquement habilités à en proposer, à rédiger et à présenter les propositions et les projets élaborés par le peuple souverain. Ils sont habilités à abroger toutes les lois existantes qui ont été promulguées par conflit d'intérêts et ou contraires à l'intérêt général. Les veilleurs nationaux, CF articles 22 à 26, forment un haut conseil stratégique. Les bâtiments du Sénat sont réquisitionnés pour la tenue des sessions du Haut Conseil stratégique. Ces veilleurs sont investis de pouvoirs exceptionnels afin de surveiller et de contrer toute attaque de la nation par les éléments ou des forces extérieures, financières, militaires ou diplomatiques. Dans le cadre d'attaques extérieures, et seulement dans celui-ci, les veilleurs nationaux peuvent être amenés par mesure exceptionnelle à écrire et promulguer des lois qui permettent de protéger l'intérêt suprême de la nation. Ces lois exceptionnelles ne pourront être adoptées qu'à la majorité des veilleurs nationaux par au moins 4/5 des voix exprimées. Le Haut Conseil stratégique dispose de tous les pouvoirs pour récupérer la recette fiscale qui a été détournée par la délinquance financière du fait de la corruption des gouvernements antérieurs.
Les pouvoirs de protection de la population sont confiés à des veilleurs nationaux qui sont les responsables des garants de la sécurité intérieure et de la paix collective en lien étroit avec des veilleurs locaux. Chaque délégation départementale, anciennement les préfectures, est dirigée par un veilleur national. Il est secondé par un veilleur départemental et une autre personne désignée et choisie par les citoyens reconnue pour son altruisme. Tous les veilleurs ont l'obligation de rendre des comptes au peuple souverain. À cet effet, des comptes rendus publics sont organisés à chaque échelon, chaque fin de semaine, pendant toute la durée de la période de transition. Article 35. Tous les citoyens qui auront proposé des projets d'intérêt général, que ce soit au niveau communal, départemental ou national, et ceux-ci ayant été approuvés par la communauté, pourront prétendre à postuler au poste de veilleur. Article 36. Tous les veilleurs devront être renouvelés par tiers tous les 3 ans, ce qui limite les mandats consécutifs au nombre de 3 maximum. Article 37. Les élus départementaux démissionnaires ou frappés par des mesures exceptionnelles décrites aux articles 16 et 18 de la présente Constitution transitoire suspensive sont remplacés par des personnes méritantes proposées par les citoyens et volontaires. Elles sont tirées au sort sur la base de listes préalablement établies et rendues publiques. Article 38. Le montant des rémunérations des veilleurs et tous les échelons sont préalablement définis selon les barèmes validés par le peuple par voie de référendum. Article 39. Sous la responsabilité des veilleurs départementaux, chaque département dispose de temps de télévision publique qui sont consacrés à l'initiative et à la responsabilité directe, à leur organisation, à leurs enjeux, et ce, aux heures de grande écoute. Les programmes sont dédiés aux débats et aux propositions en faveur de l'intérêt général. Les supports numériques, la presse papier locale ainsi que les stations de radio publiques locales sont également sollicités. Cela a pour but d'organiser la participation directe à tous les échelons. Article 40. Sous la responsabilité des veilleurs nationaux, les chaînes de télévision publiques nationales ainsi que tous les supports, radio, presse papier et supports Internet, ont un rôle de concentrer les propositions d'ordre national. Les débats réguliers portant sur tous les domaines de la vie publique et tous les enjeux de la nation y sont organisés. Des référendums sont proposés régulièrement concernant les enjeux des grandes importances en fonction des priorités que l'ensemble définira régulièrement. Chapitre 4. Processus constituant. Article 41. Assemblée des constituantes populaires. Des assemblées constituantes populaires sont créées dans toutes les communes sur tout le territoire national afin d'organiser des débats, de recueillir des propositions de la population et de faire remonter tous les comptes rendus à tous les échelons. Dans chaque commune, des locaux sont mis à disposition afin d'organiser les assemblées constituantes populaires. Des sites internet dédiés sont créés pour chaque commune afin que les personnes qui ne peuvent se déplacer puissent y participer activement. Les assemblées constituantes populaires sont autogérées avec les moyens techniques de chaque commune mis à leur disposition. Des budgets spécifiques pourront être alloués par l'État aux communes en fonction de leurs besoins. Les veilleurs locaux feront remonter les propositions citoyennes qui concernent les enjeux nationaux au niveau du Conseil national constituant. Conseil national constituant, article 42. Les référents constituants nationaux forment le Conseil national constituant. Leur nombre sera déterminé le moment venu. Ils seront tirés au sort parmi une liste de personnalités volontaires reconnues pour leurs travaux et leurs engagements pour l'intérêt général et le processus constituant à quelque échelon que ce soit. Les locaux du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État sont réquisitionnés et sont mis à la disposition du Conseil national constituant. Les référents constituants nationaux ne peuvent avoir participé de manière active à la vie politique au sein des institutions de la Ve République. Ils sont obligatoirement tous issus de la société civile. Les référents constituants nationaux sont chargés d'organiser la tenue des sessions constituantes permanentes qui se tiendront jusqu'à la rédaction de la nouvelle Constitution française. Les référents constituants nationaux
sont mobilisés afin d'organiser la mise en place et le bon déroulement des travaux préparatoires à l'écriture de la nouvelle Constitution et de déterminer la finalité de toutes les propositions retenues à l'échelon national. Des comptes rendus publics ont lieu chaque fin de semaine sur les grandes chaînes de télévision et de radio du service public. Article 43. Processus constituant. Le peuple réuni au sein des assemblées constituantes populaires débattra des idées et des projets d'articles pour la rédaction d'une nouvelle constitution. Les idées qui ressortiront majoritairement des assemblées constituantes populaires seront soumises à l'approbation du peuple, soit par le vote, soit par le moyen de référendum. Les idées qui auront été adoptées deviendront des projets constituants qui seront inscrits sur les cahiers de compte rendu. Tous les projets constituants seront répertoriés afin qu'ils puissent remonter à tous les échelons par le biais de tous les outils dédiés jusqu'au Conseil national constituant. Tous les comptes rendus seront ainsi recueillis par les référents du Conseil national constituant. Ceux-ci auront la charge de les trier, de les organiser, d'en vérifier la pertinence et de les enregistrer en vue de la rédaction de la nouvelle Constitution. Une fois le projet de constitution validé par le Conseil national constituant, celui-ci le présentera au peuple français qui sera amené à se prononcer par un référendum national. Par et pour le peuple français souverain, liberté, équité, souveraineté, responsabilité, émancipation. Bon, vous reprendrez bien des nouilles. 3 Doliprane. Doliprane, allez, deux Doliprane. Je vous ai gâté. Je comprends, c'est pas facile à absorber du premier coup. Et moi, je vais prendre du miel. Oui, alors merci pour ta lecture, Manu. Effectivement, vous voyez que c'est un gros pavé et que il faut prendre le temps de tout ce qu'il y a écrit dedans et de la finalité de tout ça, quoi. Donc alors déjà, ça a été un gros boulot de le rédiger. On a passé beaucoup de temps à mettre tout ça en place parce que ça nous a demandé beaucoup de réflexion parce qu'on n'est pas issu de l'ENA ni de Polytechnique. Donc c'est un gros boulot qu'on a fait et c'est un gros boulot aussi après pour chacun de le lire, de le digérer et de l'emmagasiner. Alors je pense que là je ne sais pas comment on va s'organiser parce que c'est quand même un gros pavé. Il n'est pas question ce soir d'en faire tout le tour. On peut peut-être on va peut-être répondre aux questions et puis Oui. je sais pas. Donc je vous lis les questions et puis ça sera peut-être, je vais prendre déjà dans le chat toutes les questions. Alors, pourquoi, alors donc c'est la Valoche qui pose une question, pourquoi le judiciaire n'est-il pas destitué? Parce que le judiciaire, ça va être compliqué à gérer pendant la phase transitoire. Alors là, en fait, pour tout dire, on a un peu botté en touche là, pour ce qui concerne le judiciaire, parce que ça va être super compliqué, parce qu'il y a tout un tas, d'échelons dans le judiciaire au niveau des délits, au niveau des crimes et des délits, et que là, on va avoir besoin de spécialistes dans le cadre d'une constitution transitoire suspensive. On va avoir besoin de tous les volontaires spécialistes et justement, le but du jeu, c'est de faire remonter tous les experts, tous les gens qui sont compétents dans le domaine pour réfléchir sur la question et pour arriver à gérer le temps qu'on réécrive une constitution. Il va falloir gérer tous les problèmes de la justice. Et Dieu sait s'ils sont nombreux. Alors, et c'est vrai que là, en l'occurrence, on n'était pas compétent à. Et puis il n'était pas question non plus de tout détailler. Mais donc, voilà, ça va être des choses. De toute façon, il va falloir.
organiser, il va falloir tout organiser à tous les échelons. Donc ça va être un gros boulot, ça va être à chacun de s'y mettre, ça va être à tous les volontaires qui veulent de s'y mettre. Mais au moins, il y a des choses, des bases qui sont posées. Alors, j'ai une question Disons, par disons rapport à ça. que j'ai juste terminé sur ton propos, Yves, c'est que le judiciaire, on a basé aussi le raisonnement sur la partie des maires, donc qui ont le pouvoir judiciaire, et on leur donne une forme de pouvoir via les assemblées constituantes. Donc on ne peut pas supprimer le pouvoir judiciaire de manière aussi radicale que ça. On sépare les pouvoirs exécutifs et législatifs. Oui, mais là, j'ai une petite question à vous deux. Le souci, c'est que dans le judiciaire, comme les mairies, comme les maires, c'est pour ça d'où ma question ensuite, pourquoi garder les maires en place? Parce que tout ça, c'est issu d'une politique. Ils sont tous politisés. Donc, si vous voulez repartir sur des bases, on va dire, saines, il faut faire sauter toute cette politique, on va dire, cette politique politiquement incorrecte finalement. C'est en ça que je voulais vous dire. C'est pas parce que un juge est juge qu'il est meilleur que, par exemple, une personne qui fait qui est juriste, on va dire, de base. Voilà, ça n'a rien à voir. Après, c'est une question de compétences différentes par rapport à des territoires. Mais n'empêche que comment vous dire? À mon sens, il faudrait faire sauter le judiciaire et faire sauter les mairies, enfin les maires, parce que c'est issu du politique et du système politique qui existe. Voilà. Oui, oui et non. Si tu pars sur des grandes villes, on est d'accord. Si tu pars sur des petits villages, c'est moins évident en fait. La réflexion est moins évidente. D'accord. On a le dossier des maires, etc. Donc on a pas mal de travaillé dessus. On va essayer de trouver une espèce de compromis entre ce qui existe et ce qui peut se faire en fait. On voit par exemple au niveau des élections que le Conseil constitutionnel, etc., tout ça, on a vu qu'il y avait très peu de signatures, qu'il y avait des cumuls de mandats, des cumuls de signatures qui étaient possibles via le Conseil constitutionnel. Donc on a vu aussi la fusion des communes. On a vu comment les maires des maires de petites communautés sont traités. Donc c'est pas on est sur une réflexion globale finalement où de toute façon même les grands-mères comme Gaudin, comme Anne Hidalgo ou d'autres pour pas citer forcément des noms seront mis à mal puisque de toute façon ils seront contrôlés, ils n'auront plus le pouvoir puisque euh, le conseil municipal, donc les séances de bras levés disparaissent. Les séances de bras levés disparaissant, forcément, c'est le peuple qui reprend le pouvoir et le maire devient un exécutant. Et en plus, de toute façon, tous les maires, à quelque échelon que ce soit, devront se conformer à la constitution transitoire. Et de ce fait-là, tous les maires. Alors, effectivement, on ne peut pas comparer les maires des grandes métropoles. Enfin, des grandes métropoles, comme Paris, Lyon, Marseille, tout ça, on ne peut pas comparer ces maires-là aux maires des petites communes rurales. Mais, et de toute façon, donc, je leur dis, c'est que tous les maires seront de toute façon soumis à la constitution transitoire. Et donc après, voilà, donc après, il y aura tout un. Et après, de toute façon, encore une fois, la constitution transitoire, elle ne fait que mettre des principes en place. Et après, ça va être justement au peuple tout entier de gérer tout ça. Merci. Alors, il y avait encore une autre question de Lavaloche qui posait la question par rapport à l'idée de définir le crime. Alors, les questions, c'était définir le lien liste établi des veilleurs et le mérite. En fait, non, excuse-moi Manu. C'était une idée simplement, quand vous parlez de crime, il va falloir le définir. Parce qu'un crime de sang n'est pas un crime, on va dire, administratif. C'est juste ça, c'était juste l'idée. Et la question que j'ai posée, c'est comment il y a un truc que je comprends pas. Comment définissez-vous le lien entre la liste établie des veilleurs et le mérite, puisque les veilleurs sont sur une base de volontariat et la liste établie. J'ai du mal avec le mérite. J'ai vraiment du mal. Sur quelle base vous basez pour vous réglez pour dire il est méritant celui-là et pas un autre? Ah mais c'est pas nous qui choisissons.
puisque c'est un tirage au sort et c'est des personnes qui sont basées, le principe est basé sur le mérite. C'est des gens qui sont intégrés dans le système et qui sont issus tout simplement de la société civile et qui ne sont pas issus forcément des systèmes politiques actuels mis en place par la Ve République et via l'article 2 de la DDHC 1789. Donc on peut avoir parmi ceux-là de brillants économistes, des gens qui font de la création monétaire, des gens qui s'occupent des vaccins, des gens qui s'occupent de la permaculture, des gens qui s'occupent. On a la méritocratie, elle passe par tous les stades en fait. Alors, autre petite question, alors moi que je partage tout à fait avec la Valoche, c'est que fait-on des frontières pendant cette transition? Alors, effectivement, on n'en a peut-être pas parlé, mais de toute façon, les frontières sont abolies, rétablies plutôt, excusez-moi. Les frontières sont rétablies puisque de toute façon, je ne sais plus dans quel article, mais on dit que tous les traités internationaux, et entre autres tout ce qui concerne l'Europe, tous les traités en fait internationaux qui engagent l'autodétermination du peuple sont suspendus jusqu'à ce que le peuple se prononce sur leur continuation, leur abrogation ou pas. D'accord. Donc là, il va falloir être plus précis. Dites, Oui, non mais dites parce qu'un la traité, Valoche, c'est un contrat. Un traité, c'est un contrat. Donc j'entends bien, non, mais c'est bien, c'est pas le problème. Mais c'est un contrat. Là, on parle de frontières, c'est-à-dire le temps que le pays se redresse, se recrée, les frontières, il faut que ce soit précis. Il ne faut pas oublier que les termes qui sont utilisés, j'ai marqué des trucs idées dans le chat, il ne faut pas oublier que n'importe qui doit comprendre ce que vous écrivez. Donc, ce n'est pas, là, la supposition ne peut pas être possible. Donc là, il faut dire, n'hésitez pas à l'écrire. Le temps de la constitution transitoire, les frontières seront fermées, les traités. Rajoutez juste ça. Il n'y aura pas la question, il n'y aurait plus la question. si, puisque tu vois, par exemple, le traité sur l'espace Schengen, de toute façon, il va être suspendu. Donc, de toute façon, les frontières vont être rétablies de fait. Oui, et tout le monde ne le comprendra pas comme ça. Ah bah, peut-être que tout le monde le comprendra pas, mais le problème, c'est que la Valoche, on peut pas tout énumérer, c'est pas possible. Là, on met dans une constitution, on met les grands principes, et après, une fois en admettant que la constitution transitoire soit proclamée, après, dans chaque domaine de compétence, il y a des gens qui vont être tirés au sort pour constituer tout un tas de groupes de travail. Et ces gens-là vont déterminer tout ce qui va se mettre en place consécutivement à la proclamation de la Constitution transitoire. Alors, d'accord. D'accord. Donc, ça veut dire, oui, d'accord, je suis d'accord avec ça. Mais à un moment donné, il va falloir penser aux étrangers qui étudient en France, aux étrangers qui sont juste en vacances en France. Qu'est-ce qu'on en fait de ces gens-là? J'ai bien dit que tous les traités qui engagent l'autodétermination du peuple français sont suspendus. Tous les autres, parce que, comme le disait si bien François Asselineau pendant la campagne présidentielle, il existe un nombre de traités internationaux, je ne sais plus, 6000, je crois, un truc comme ça, c'est un nombre phénoménal. Mais dans tous ces traités internationaux, il y en a qui n'engagent pas l'autodétermination du peuple. Donc tous ces traités-là, ils continueront à s'exercer puisqu'ils n'engagent pas l'autodétermination du peuple. Donc il n'y a aucun problème avec tous les traités qui n'engagent pas notre autodétermination. Par contre, tous ceux qui engagent, comme le traité, tous les traités concernant l'Europe, tous ces traités, le TAFTA et tout ce qu'on veut, là, tous ces traités-là, qui engagent l'autodétermination du peuple et qui ont été signés uniquement pour des intérêts privés et sans l'aval du peuple, tous ces traités-là seront suspendus. Alors, on a une question également de Véronique qui pose la question: cadre légal mis en place par qui? Mais le cadre légal n'existe pas, puisqu'on a démontré qu'il n'y a pas de constitution et qu'il n'y a pas de loi qui est respectée, que 1789 est aboli de fait et qu'on vit en dictature. On a démontré ça dans les deux dernières interventions.
on le démontre sur le site, on le démontre par vidéo. Donc on parle de quoi? Quand on parle de loi, on parle de choses qui ne sont même pas écrites, qui sont pas valides à l'heure actuelle pour l'instant. Mhm. Donc, de toute façon, attends, excuse-moi, je rebondis là-dessus, c'est que là, en fait, c'est la Constitution. Parce que de toute façon, les lois, elles sont rédigées à partir d'une Constitution. C'est la Constitution qui détermine le cadre, un cadre constitutionnel dans lequel vont s'élaborer des lois, vont être élaborées les lois. Donc, à partir du moment où bon, on a déjà tout un tas de lois qui sont le code civil, le code pénal, tout ça. Mais alors ça, après, il faudra voir tout ce qu'on fait de tout ça. Ça va être un gros bazar, mais il va falloir gérer. Et il n'est pas question de gérer ça et de déterminer ça dans la Constitution transitoire. Mais à partir du moment où, de toute façon, les lois, après, elles seront réécrites à partir du moment où il y aura une nouvelle Constitution qui sera rédigée par et pour le peuple. Parce que c'est cette constitution finale qui déterminera le cadre constitutionnel dans lequel seront élaborées les lois. Puisque, de toute façon, là, en fait, la constitution transitoire, elle permet justement elle donne des principes qui sont que, par exemple, tous les pleins pouvoirs législatifs sont donnés au peuple tout entier. Donc, ça va être au peuple justement d'acquérir pour et par lui-même le pouvoir législatif. Donc ça veut dire que c'est le peuple tout entier, toute catégorie socio-professionnelle confondue, qui va élaborer toutes les lois. Mhm. Alors, il y a SolidFox qui donnait une petite impression en disant que du coup, vous pensez que ça va être qui comme veilleurs qui vont être élus dans le 93 par exemple, et lui dit que personnellement il a sa petite idée. Qu'est-ce que vous répondez à cette question? La question, c'est pas qui, c'est comment. Donc la question est déjà faussée à la base, parce que c'est comment est-ce que les gens sont motivés, comment ils sont motivés par rapport à une tâche qui a effectuée. Donc c'est pas qui. La question se pose pas en termes de qui, puisque justement le terme de qui a toujours posé tous les problèmes de la République. Donc, on a toujours eu besoin de soi-disant leaders. Nous, on propose des conseils de veilleurs justement pour éviter ces problèmes d'ego et ces problèmes de corruption possibles ou autres divergences qui peuvent se poser. Je vais répondre aussi à nous parce que lui, je vois un peu, je pense savoir qui c'est. On a déjà eu affaire à lui à titre perso, à titre collectif aussi. Donc, si monsieur nous a l'intention de produire quelque chose, qu'il le fasse. Surtout qu'il n'hésite pas. On répondra. Voilà. Bon, j'ai encore d'autres questions. Donc la Valoche pose toujours la question sur l'équité, sur quelle base? Vous pouvez répéter la question? Équité sur quelle base pose la question de la Valoche. Tu peux prendre la parole, la Valoche, pour expliquer ta question. Oui, pardon. Non, attends, là, je veux bien, mais l'équité, on en a déjà parlé plusieurs fois la dernière fois. Et là, tu reviens sur la question, c'est-à-dire que tu n'as toujours pas compris l'équité. C'est pas ça, c'est que je me mets à la place de la personne qui ne comprend pas les termes. Il n'y a rien à faire. Tant que. Moi, je lis de très bons trucs dans cette constitution transitoire, vraiment. Mais tant que les mots ne seront pas définis. Non, on va pas revenir là-dessus. Attends, l'équité, si tu veux savoir ce que c'est, tu ouvres un dictionnaire, tu ouvres Wikipédia et tu vas chercher la définition. Tu Parce sais que c'est pas. que juger sur équité, ça n'existe pas, c'est une utopie quand même. Puisque le droit pénal est une personnalisation des lois. Donc, à partir de là, l'équité n'est plus justifiée. Tu vois ce que je veux dire? Non, je suis pas d'accord avec toi. L'équité, c'est du droit. L'équité, non, l'équité, je t'ai donné la définition l'autre fois. On va pas revenir là-dessus. Enfin, si tu veux qu'on revienne dessus, ok, on revient dessus. L'équité, c'est la distribution
égale pour tous. Voilà, c'est ça. La distribution égale pour tous de l'abondance. C'est ça que ça veut dire, l'équité. Ah bah là, c'est pas de l'équité, c'est de l'égalité alors. Par rapport à quoi? Bah tu parles de distribution égale pour tous, c'est pas de l'équité, c'est de l'égalité. Le souci, Les mots veulent dire ce qu'ils veulent dire. le souci qu'on a toujours avec Valérie, c'est la même chose. En fait, elle a une formation juridique qui tenterait à amener une forte définition à des mots qu'elle choisit ou qu'elle choisit de définir. Or, les mots ne sont pas définis forcément selon les mêmes règles par tout le monde. Bon, je pense que pour reprendre un tout petit peu la parole, je dirais simplement que vous aviez vu avec la Valoche déjà la fois dernière que de toute façon, il sera nécessaire que vous ayez un lexique de façon à mettre sur des mots des définitions très précises pour qu'il n'y ait absolument aucune interprétation possible. On est d'accord. Manu, c'est exactement la question que j'ai posée. Où est le lexique? Parce que tout simplement mettre des définitions précises sur des choses qui n'existent pas, c'est-à-dire des textes de loi et sa formation de base, ne nous concerne pas. En fait, nous, on est hors conditionnement de tout système. Donc, nous n'avons pas la formation juridique, on n'en a pas besoin. Les textes de loi sont à écrire puisqu'ils n'existent pas. Donc, tout ce qui a été appris auparavant est à oublier. Ensuite, alors... Manu, je voudrais rebondir, s'il te plaît. Oui. Excuse-moi. Je viens d'entendre tout ce qui a été appris avant, Valérie, ton micro. Tout ce qui a été appris avant doit être abandonné. Sur quelle base vous allez alors faire en sorte d'avoir des, je sais plus comment vous les avez appelés là, des maîtres, des penseurs, des veilleurs, voilà, des veilleurs capables d'adapter, de créer, je sais pas comment quel verbe il faut prendre pour faire appliquer des lois transitoires. Enfin, je sais pas, là c'est antinomique ce que vous dites. Non, c'est antinomique ce que toi tu dis, parce que tu parles de loi transitoire. On t'entend pas, Valérie. On parle de... Mais moi non plus, je t'entends pas, je te rassure, je dois monter mon haut-parleur à fond la gamelle à chaque fois que tu interviens. Donc tu vas faire avec comme moi je fais avec. Donc c'est pas compliqué. Tu parles de loi. Qui c'est qui parle de loi dans la Constitution de transition? Personne. Alors, j'ai dû dormir à un moment. Vous avez remplacé le mot loi par quel mot? Non, c'est pas la question, c'est pas la question que tu as dormi ou pas. C'est la question que apparemment le texte pose souci. Je comprends qu'il pose souci pour tous ceux qui défendent la République ou tous ceux qui ont été conditionnés d'une manière ou d'une autre à un moment donné par l'éducation nationale, comme moi je l'ai été. Hein, je m'en cache pas non plus. Si je travaille sur des textes de loi, c'est pas pour rien non plus. J'ai passé des jours, des heures et des nuits et des années. Donc à un moment donné, je me dis bah, tiens, s'il y a un truc qui déconne, il faut quand même qu'on rectifie le tir d'une manière ou d'une autre et de manière globale, c'est-à-dire juste poser un socle qui définit l'ensemble des choses. Après, nous contrairement aux autres, on n'impose rien. Non, mais ça j'ai bien compris, Valérie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que vous avez fait un boulot du feu de Dieu. Hein, vous avez dû vous arracher les cheveux, chapeau. Mais il faut que vos mots, les mots que vous avez utilisés, soient compris de la même façon par nous tous, par exemple ici, qui écoutons, de façon à ce que effectivement on oublie, on abandonne ce que l'on a appris avant, que l'on parte sur un nouveau vocabulaire. Mais encore faut-il que ce vocabulaire nouveau, chacun ici déjà en comprenne le sens et ait le même sens. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire et je suis pas en désaccord, si tu veux, avec toi par rapport à ça. Ce qu'on essaie de faire, c'est que là, on est sur un groupe d'initiés. Mais il faut savoir aussi que où on produit, où on balance,
que ce soit dans la rue ou que ce soit sur des murs Facebook ou sur VK, on n'a pas forcément des gens qui sont initiés. Donc on est obligé d'utiliser des termes qui sont parfois pas forcément appropriés au fond des pensées. C'est assez, c'est parfois un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Tu veux parler d'une vulgarisation, en fait, hein. C'est ce que tu veux dire, hein. Bah, Non, oui. d'une accessibilité par tout le monde afin de s'approprier juste la pensée, rien d'autre. Mhm. Et encore, et pourtant, là, je veux dire, la constitution transitoire, elle a été écrite par des gueux, parce qu'on est des gueux, nous. Et donc, on a essayé de faire en sorte bon, de parler en français correct, mais en vulgarisant. On n'a pas utilisé de termes savants qui sont utilisés d'habitude justement dans le juridique, où personne ne comprend rien, ou dans le médical, personne ne comprend rien. Là, il me semble quand même qu'on a utilisé des termes qui sont compréhensibles pour tout le monde. Après qu'il y ait des ambiguïtés sur certains mots, ça, je le reconnais. Il va falloir qu'on rédige un lexique, un glossaire pour expliquer Oui. certains mots, mais il est hors de question qu'on donne une définition à tous les mots. Ça, c'est même pas la peine d'y penser. Mais Non, à tous les mots, non, mais à des mots qui reviennent très souvent, ou des mots extrêmement, des mots clés, on va dire, des mots importants. oui, tout à fait. Les mots comme citoyen, par exemple, alors peut-être on en a malgré le mot citoyen, je sais qu'on l'a mis comment dire, enfin, on l'a pas fait exprès, on a laissé ce putain de mot dans la déclaration des droits et des devoirs. C'est une erreur qu'on a faite. On va corriger l'erreur. Mhm. Donc, des mots comme ça, on va les évacuer parce qu'effectivement, ça n'est pas ça correspond pas à l'esprit du travail qu'on a fait. Donc, effectivement, il va falloir qu'on redéfinisse certains mots qui sont ambigus. Mais encore une fois, il est hors de question qu'on s'amuse à redéfinir tous les mots parce que, enfin, moi personnellement, pour vous dire, pour vous parler de moi juste un petit peu comme ça, pour que vous me situiez, pour que vous me situiez, c'est que moi, quand j'étais gamin à l'école, j'étais une buse en français. Et c'est à force voilà, de travailler sur Internet que j'ai lu pas mal de choses et puis je me suis intéressé, j'ai commencé à apprécier d'écrire et ça m'a fait kiffer. Et donc, mais je suis pas du tout un littéraire. Et ça n'empêche que j'ai participé quand même à la rédaction de tout ce travail. Donc, en fait, je suis juste un gueux, mais j'ai essayé de monter le niveau. Moi, ce que je veux juste dire avant qu'on reprenne le flux des questions, vous avez fait un travail monumental. Vous vous êtes attaqué à une montagne. Vous avez fait un travail magnifique. Et les questions qui sont posées ne sont pas du tout des jugements. Au contraire, et surtout je sais que venant de la Valoche qui est justement dans le domaine du juridique, ça concerne plutôt le fait de vouloir vous aider dans certaines pistes pour apporter certaines précisions. C'est uniquement dans ce cadre-là, mais il n'y a aucun jugement. Au contraire, je crois que tout le monde apprécie le travail monumental que vous avez effectué, hein. D'accord? Oui, il n'y a pas de souci. En ce qui concerne la Valoche, on est très clair, hein, on se connaît un peu, on n'est pas toujours d'accord, mais c'est certain que il y a un putain de boulot derrière et que tous ceux qui sont prêts à faire avancer les choses sont présents et notamment sont présents sur le groupe ce soir. Donc c'est beau à voir quand même parce qu'il y a du boulot et on a des critiques, on a les retours, donc c'est bon. Donc nous on peut avancer aussi dans ce cadre-là, c'est super. Voilà. Et moi, je voudrais rajouter quand même que on ne prend pas les choses comme un jugement. C'est juste que nous, on le sait parce que bon, depuis qu'on a commencé à faire des lives, tout ça, avec tous les retours qu'on a, on s'aperçoit quand même d'une chose, c'est qu'il y a une confusion des auditeurs entre la Déclaration des droits de l'homme, la Constitution et la Constitution transitoire et les lois. Il y a une confusion générale de beaucoup de gens. Et en fait, c'est de là que vient l'incompréhension, en fait. C'est que déjà, il faut resituer
Parce qu'effectivement, on a fait un gros boulot de fou furieux, et en fait, on s'est vraiment, comment dire, on a fait en sorte de tout bien organiser pour que justement, il n'y ait pas de confusion. C'est-à-dire mais pour nous, il y a la Déclaration des droits de l'homme de 1789, il y a la Déclaration des droits et des devoirs des êtres humains, il y a la Constitution transitoire et les lois et le juridique. Mais c'est pas du tout la même chose. Et si on confond toutes ces choses-là, là on est perdu parce que ça n'a aucun sens. Si on est dans la confusion, plus rien n'a de sens en fait. Et c'est bien ce qu'on constate aussi sur les réseaux sociaux et même quand on parle avec des gens n'importe où, c'est qu'en fait, dès qu'on parle d'un truc, c'est la confusion qui règne à tous les étages. Et donc déjà, que chacun se recale sur sur le sens des mots, voilà, sur le sens des mots, parce que malgré tout, là, on nous demande de faire un travail sur le sens des mots, mais les mots ont un sens. Donc déjà, réapproprions-nous le sens des mots, et déjà, ça va changer la donne. Bien, je vais peut-être reprendre les questions. On va essayer de répondre peut-être de façon assez rapide, hein, parce que je crois qu'il y a pas mal de questions. Alors, Véronique pose la question si ce crime est pas de délit. Elle pose la question par rapport au crime ou... Est-ce que Véronique, est-ce que tu peux t'exprimer à ce niveau-là pour ta question? Oui, de ce que j'ai écouté, parce qu'effectivement, c'est un travail absolument gigantesque. C'est énorme. Donc, c'est très dur d'enregistrer tout ce que vous dites. J'ai juste accroché sur le mot crime. Qu'est-ce qui est criminel? Qu'est-ce qui ne l'est pas? En fait, tout est criminel, en fait, dans votre Constitution. Il n'y a pas l'idée de délit, ou alors est-ce que c'est dans les lois plus tard qu'on parlera de délit? C'est ça que j'ai pas bien saisi. En fait, nous n'écrivons pas les lois, nous écrivons tout simplement le script. Il n'y a pas plus de crimes que de délits. On a défini les choses dans un article dans la partie de la Constitution, dans une partie de la Constitution où on dit ce qu'on considère comme étant criminel. Nous, on n'est pas là pour juger. Encore une fois, on est là juste pour mettre en place une transition et faire en sorte qu'elle fonctionne. Maintenant, j'aimerais bien que nous s'expriment, parce qu'ils s'expriment par écrit, mais ils ne s'expriment pas verbalement. Donc, j'aimerais bien qu'ils s'expriment. Non, mais on continue là, je suis en train de continuer parce que j'ai repris et je suis pas encore arrivée à ce que nous a écrit. Je voudrais apporter des précisions sur les crimes et les délits, c'est que on a quand même, dans certains articles de la Constitution transitoire, là, on parle quand même de crimes et de délits. En fait, ce qui détermine les crimes et les délits, c'est le degré de gravité, en fait, des actes. Par exemple, la haute trahison, c'est un crime. Oui, vous parlez en fait de crimes d'État, les pires, en fait, si j'ai bien compris. Le crime d'État, en fait. D'accord. Il y a aussi des délits d'État, c'est-à-dire que, par exemple, le conflit d'intérêts, on va considérer ça plutôt comme un délit que comme un crime. Mais par exemple, tu as des actions de corruption qui font qu'il y a des gens qui se suicident ou qui mettent des familles en danger. Ça, c'est des crimes. Ça doit être considéré comme des crimes. À partir du moment où tu as mis en danger d'autrui, ça doit être considéré comme un crime. À partir du moment où ça juste, toi, si tu as un détournement de fonds publics, c'est un délit, c'est pas un crime. Ça dépend du degré de gravité, en fait. En fait, tout est écrit dans l'article 16. Crime et délit, c'est dans l'article 16. Donc ça, là, c'est pareil, ça ne porte pas vraiment à confusion. Du moins, il me semble. Bien, on va continuer. Alors, Véronique aussi, je vois quelque chose, parle aussi par rapport à la saisie immobilière. Est-ce que tu peux préciser ta question, Véronique? Oui, saisie immobilière, donc uniquement les biens publics, c'est de ça dont il s'agit, si j'ai bien compris. Non, ça c'est clair et net qu'il s'agit des biens publics. On a déjà vu, par exemple, qu'en Italie, on saisissait des biens privés pour mettre des migrants.
etc. Donc les biens publics nous appartiennent, ils appartiennent à la France, au peuple français, mais en aucun cas le droit à la propriété de notre propriété peut être mis en cause. Mhm. Et par contre, dans la constitution transitoire, à aucun moment on ne parle de saisie immobilière. Ça, c'est complètement. On parle pas de saisie immobilière. On parle de saisie de biens mal acquis par la corruption et par la spoliation, de la spoliation des biens publics. Donc, c'est-à-dire que tous les biens mal acquis, par la corruption ou par la tromperie, enfin, par la corruption de manière générale, ou la spoliation, de toute façon, seront saisis, que ce soit mobilier, immobilier ou autre, ou financier, les comptes bancaires, tout ça, tout ce qui est bien mal acquis par la spoliation et la corruption seront saisis. Donc, en clair, ça veut dire que toutes les SCI qui ont été mises en place, qui ont été créées par les différents partenaires politiques existants à l'heure actuelle, les châteaux et les terrains achetés par les Chinois ou autres nous appartiennent de fait. Voilà, en clair, c'est ça. Ok, Véronique posait aussi la question par rapport, elle demandait s'il n'y aurait plus de médias privés. Alors si, il y aura des médias privés, mais alors là, effectivement, c'est cette question-là, moi j'aime bien en parler parce que, en fait, donc là, dans le cadre de la constitution transitoire, tous les médias, que ce soit n'importe quoi, papier, écrit, radio, télé, tout ça, tous les médias du service public seront réquisitionnés pour faire le relais de tous les travaux de la phase transitoire. Donc mise en place du conseil, mise en place du processus constituant populaire, mise en place de la constitution transitoire, etc., etc. Donc là, à partir du moment où c'est les médias du service public, ils sont tous réquisitionnés. Et ce qu'il faut bien comprendre pour ce qui concerne les médias privés, c'est que les médias privés n'émettent que parce qu'ils ont l'autorisation de l'État. À partir du moment où c'est le peuple qui reprend les moyens de l'État, eh ben, les médias du service, les médias privés, ils seront soumis à l'autorisation du peuple souverain. Donc, c'est en fait, parce que c'est l'État, à l'heure actuelle, c'est l'État qui décide de l'attribution des canaux de diffusion. Donc, à partir du moment où le peuple souverain décide que pour pouvoir émettre, pour que les médias privés puissent émettre, ils ont un cahier des charges à remplir. S'ils remplissent pas le cahier des charges, on appuie sur le bouton off et les mecs ils peuvent plus émettre. C'est pas plus compliqué que ça. Oui, justement, si tu me permets, moi je vois il y a des petites radios locales qui émettent pour donner des informations, des offres d'emploi, des machins comme ça. Si tu demandes l'avis à l'ensemble des Français, ils n'en ont rien à foutre du trou du cul du département, tu vois. Donc en fait, ils n'auront jamais le droit d'émettre parce que les autres, ils s'en foutent. C'est un petit peu, je trouve un petit peu excessif parce que ces petites radios fonctionnent sur du bénévolat et gagnent pas un rond et informent quand même de la vie locale, la population locale. Voilà ce que je voulais dire. Alors, là, on a répondu sur le fonctionnement des associations, alors, en sachant que sur toutes les associations qu'on a en France, ça part du CRIF jusqu'à la petite association de village. Donc ils ont un laps de temps pour faire valider leur statut et pour être en règle. Il est hors de question, bien sûr, qu'on évite de laisser s'exprimer certaines personnes ou certains médias libres. On n'est pas, ce qu'on instaure, c'est pas du tout une dictature, bien au contraire. Mais c'est juste, il faut aussi qu'on se préserve de ce qui est la partie nocive qui a généré tous les problèmes. Ça aussi, il faut le comprendre. Quand on regarde le nombre d'associations qu'il y a en France et d'associations politiques qu'il y a en France, c'est assez impressionnant. Oui, quand tu parles de vote populaire, pourquoi pas un vote local justement, parce que c'est les locaux que ça intéresse, c'est pas toute la France. Sur le local, on est très clair. Hein, ça part des mairies, c'est le seul pouvoir judiciaire
qui est en place, qu'on laisse en place dans la période de transition via les ateliers constituants. Donc c'est les gens qui vont directement faire les propositions et qui font le recueil de doléances et qui eux ont le pouvoir sur le maire. Le maire ne devient plus qu'un exécutant. Et Véronique, là, je rajouterais aussi que là, en fait, dans ta question au départ, je t'ai répondu ce que je t'ai répondu parce que je pensais que dans ton esprit, quand tu parlais de médias privés, c'était les grandes chaînes, toi, TF1, BFM, M6, tout ça. Ah non, 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 pas du tout. Moi, je vis dans le trou du cul de la France, à ma petite radio locale, qui est vachement sympa, et ça me ferait suer qu'elle s'arrête. Voilà, c'est tout. C'est à ça que je pensais, en fait. Oui, donc moi, quand je t'ai répondu en parlant des services, des médias privés, je te parlais des grandes chaînes. Je te parlais pas des petits médias locaux privés où effectivement, de toute façon, ça va être organisé. C'est des médias qui sont organisés au niveau populaire, donc effectivement, il n'y a aucune raison que de toute façon, si tu veux, après, il faut revenir après à la déclaration des droits et des devoirs des êtres humains. Tu peux faire tout ce que tu veux à partir du moment, et ça c'est un des grands principes qui est énoncé dans la déclaration des droits et des devoirs des êtres humains, c'est que la liberté consiste à faire tout ce que tu veux à partir du moment où tu ne nuis pas à autrui. Donc voilà, après c'est open bar, c'est open bar. C'est juste qu'à partir du moment où tu ne nuis pas à autrui, de quelque façon que ce soit. On va passer à d'autres questions parce que je pense qu'il y a pas mal de questions. Là, on en est encore très loin. Et donc, toujours une question de la Valoche. Quel traitement pour les influences politiques, financières et religieuses sur les veilleurs et dépositaires de l'autorité publique? Alors, pour la question religieuse, je vais répondre très clairement. Il y a une séparation du pouvoir, des pouvoirs entre forcément l'État et les religions, parce que ça n'a rien à voir. La politique et les religions n'ont rien à voir. Elles ont le droit d'exercer. C'est aussi inscrit dans la DDH qu'on a produit la semaine dernière. Donc, les religions ont le droit d'exercer. Par contre, ils n'ont pas le droit de s'imposer. Alors, et là, je confirme que l'État et les religions doivent absolument être séparés. Ça n'a strictement rien à voir. Après que chacun soit libre d'exercer son culte comme il le souhaite, il n'y a aucun problème. Mais l'État n'a pas à financer les cultes et les cultes n'ont pas à se mêler de politique. d'accord. On a également, donc par rapport au crime de sang, des questions qui est conjointe entre Véronique et la Valoche et les crimes de sang, point d'interrogation. Ça, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, la Valoche, c'est que ça, c'est des trucs qu'il va falloir gérer, parce que c'est effectivement compliqué. Ça nous a, et là-dessus, nous, on a buté, comme je te l'ai dit tout à l'heure, sans honte, c'est que c'est tellement compliqué ça va être tellement compliqué de gérer tout ça au sein de la constitution transitoire qu'il va falloir que tout ça soit déterminé et que effectivement, dans la constitution transitoire, on ne s'est pas éternisé sur le rôle de la justice parce que ça va être extrêmement compliqué à gérer. Donc, ce qu'il va falloir, c'est mettre en place un système, donc par tous les gens qui sont compétents, pour arriver à gérer tout ce bazar. Oui, Parce que, comme je te disais tout à l'heure, toi, la justice, quand tu vois tout ce qui est jugé dans les tribunaux, il y a du monde. Attends, t'embête pas parce que tu avais déjà répondu à la question et j'ai oublié de retirer la question, j'en suis désolée. Alors, autre petite question, mais alors moi aussi j'ai réagi, Véronique a réagi, mais moi aussi je réagis. À partir de 60 ans, on ne peut plus être veilleur. Non, on est bon pour la casse comme Attali l'a décrété. Voilà, on est sénile et euthanasié. Voilà. Non, en fait, le principe, c'est que, en fait, on avait pensé au départ à un conseil de sages. Donc, le conseil des sages serait uniquement basé sur une catégorie de personnes qui sont des anciens. Or, en fait, une société elle est composée d'un ensemble. On voit bien tous les cadavres qui se trimballent au Sénat, à l'Assemblée nationale ou ailleurs.
qui sont en train de donner des leçons à 80 ans, ils sont en train de nous dire ce qu'on doit faire. Donc à un moment donné, on s'est dit peut-être qu'il faudrait peut-être pas les exclure, mais les exclure de la vie active tout de suite, parce que quand on est à la retraite, normalement c'est pour se reposer. Voilà, c'est ça, en fait, les âges qu'on a donnés entre 18 à la vie active. C'est-à-dire que, tu vois, dépasser 60 peut être élaboration des projets de loi, élaboration, mais voilà, 60 à la retraite, De la maison de retraite. Oui, ouais, ça y est. Ok. Là,